Normalement, là, ça va s'activer. Voilà. Voilà, on va peut-être pouvoir commencer. Hein. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Hein. Merci d'être venus pour ce deuxième rendez-vous des webinaires de la Faculté des Arts et des Sciences sociales. Hein. Donc, pour petit rappel de contexte, les webinaires de la Faculté des Arts et des Sciences sociales, c'est très récent puisque le premier a eu lieu il y a 2 semaines. Donc, on est encore un petit peu en train d'essuyer les plâtres, mais le but finalement de l'organisation de ces webinaires, eh bien, c'est de faire des échanges d'expériences sur des thématiques qui sont spécifiques. Depuis le mois de février jusqu'en avril prochain, le premier bloc thématique porte sur la faculté des arts et des sciences sociales en temps de Covid, donc une perspective croisée. Donc le premier webinaire qui a eu lieu il y a 2 semaines, pour rappel, c'était le lancement de la série en présence de Jean-François Thibault et aussi en présence de Mathieu, pour faire un petit retour sur le contexte et les décisions prises pendant la pandémie, et aussi pour parler un peu en quoi la Covid-19 avait marqué la transformation du travail académique, et notamment, on a un peu aussi discuté des conditions d'enseignement à distance. Ce deuxième webinaire d'aujourd'hui, il va faire un focus plus particulier, lui, sur la création et la recherche en temps de pandémie. C'est pour ça que nous avons 2 invités qui ont accepté de nous faire part un peu de leurs propres expériences. Ce deuxième thème va être articulé au travers de nos échanges à tous sur un peu 3 questions. Hein. Qu'est-ce que la Covid a signifié pour la recherche et la création? Comment continuer ces activités de création et de recherche en dépit de la pandémie? Puis aussi, quel regard nos disciplines peuvent jeter sur cette pandémie, parce qu'en soi, ça fait aussi un beau sujet de recherche. Et donc, pour nous partager déjà leur expérience de création et de recherche depuis la pandémie, eh bien, nous accueillons dans ce deuxième webinaire Anne Robineau, hein, qui est sociologue, chercheuse et directrice adjointe à l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, et Guillaume Lépine-Rosier, qui est professeur adjoint au département des arts visuels de l'Université de Moncton. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté ce partage d'expérience. Et donc, pour rappel un peu au niveau de l'organisation, comme le webinaire dure à peu près 1 heure, le but, ce serait que nos 2 invités puissent s'exprimer 10-12 minutes chacun pendant la première partie du webinaire, puis le reste du webinaire serait consacré un peu à nos échanges entre nous, hein, entre l'ensemble des participants à cet événement, et aux questions-réponses. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va écouter Anne, puis Guillaume. Donc, Anne, je vous cède la parole. Merci Arnaud, merci de l'invitation. Comme l'a dit Arnaud, je travaille pour l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, qui est situé en fait sur le campus, pour ceux qui ne le savent pas, dans la maison Massé. Et donc, l'Institut, je vais juste le présenter très très brièvement, mais il a été fondé en 2002 et principalement, on est une toute petite équipe, mais on a beaucoup de chercheurs associés dans l'ensemble des universités canadiennes, mais surtout des communautés francophones en milieu minoritaire, et aussi quelques universités aussi anglophones au Québec, parce que le mandat de l'Institut, c'est de, disons, réaliser des recherches sur les communautés, des recherches vraiment en sciences sociales et humaines, mais surtout sciences sociales, sur les communautés francophones en situation minoritaire, et aussi sur les anglophones du Québec, parce que quand l'Institut a été fondé, ça a été, dans le fond, dans le sens de la loi sur les langues officielles en situation minoritaire, dont les anglophones du Québec font partie. Donc, on a un peu ce double volet à l'Institut. Et donc, on fait des recherches. Brièvement, il y a plusieurs axes, mais pour vous donner des exemples, on fait beaucoup de recherches quand même empiriques, beaucoup de recherches à distance déjà, parce qu'on travaille sur l'ensemble des communautés
francophones au Canada, mais aussi on se déplace beaucoup, ne serait-ce que pour la collecte de données et aussi pour participer à des présentations des résultats de recherche, pas seulement dans des colloques scientifiques, mais aussi auprès des partenaires communautaires qui nous commandent des recherches, parce qu'ils font partie de ceux qui nous commandent des recherches à côté de ministères, que ce soit provinciaux ou fédéraux comme Patrimoine canadien. Donc, il y a toutes sortes de recherches qu'on fait sur différentes thématiques, en éducation, sur les services en français, en santé. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi aux arts et à la culture. Donc, c'est assez varié ce qu'on fait. Puis, si vous voulez en savoir plus, le site web est vraiment facile à trouver. C'est icrml.ca. Puis, il y a plein de références là-dessus, des documents que vous pouvez consulter si vous travaillez sur ces sujets-là. Donc, c'est sûr que la pandémie, elle a eu un effet sur les recherches à l'Institut. Évidemment, j'ai peut-être plus parlé un peu des miennes, mais moi, j'ai comme, disons, catégorisé ça en trois moments, c'est-à-dire 3 moments où les projets ont commencé, et évidemment selon le type de projet. Mais ces 3 moments, ces 3 périodes, ce sont les suivantes. C'est qu'il y avait des projets qui étaient commencés avant le déclenchement de la pandémie, avant mars dernier. Et c'était des projets qui étaient à l'étape de la diffusion des résultats, principalement dans des colloques scientifiques. Donc, un des premiers effets, c'était souvent de reporter ces colloques-là. Notamment, on en avait un à l'ACFAS. Donc, ça a été, il y avait tout je pourrais dire, un flou au départ sur est-ce qu'on annule, est-ce qu'on reporte. Et donc, on était un peu tributaire de la décision aussi de l'organisation de l'ACFAS. Ça, c'est un exemple. Ensuite, le deuxième période, le deuxième type d'effet, c'est les projets qui étaient amorcés avant la pandémie, mais qui étaient à l'étape de collecte des données. C'est là peut-être que je vais m'arrêter un petit peu plus pour expliquer. Et puis ensuite, le troisième, c'est les projets qui ont commencé pendant la pandémie et qui ont aussi eu un impact sur la collecte de données, mais qui nous a, je pourrais dire, obligés à nous adapter encore plus que dans la deuxième phase. Donc, il y en a un, par exemple, qu'on avait commencé avant la pandémie. On avait construit nos outils de collecte de données. Donc, le projet, en gros, c'était un projet qui visait à évaluer l'impact d'un programme qui est géré par la Fédération des jeunes, donc l'organisme national, la FJCF, et qui gère un programme de projet scolaire communautaire. Donc, l'idée, c'est de lier des organismes communautaires avec des écoles pour réaliser un projet. Ça peut être en environnement, ça peut être quelque chose lié à je sais pas, la santé, ça peut être quelque chose lié au sport, enfin, c'est très, très varié. Il y a un autre programme du même type qui existe, qui est un peu son équivalent, qui est géré par un autre organisme de la francophonie canadienne, c'est le programme Passepart, puis lui, c'est plus pour les arts à l'école, mais avec des organismes communautaires. Donc, ce projet-là, nous, on a été chargé d'évaluer un peu cet impact. C'était la première année du programme, donc c'était tout nouveau à la fois pour tout le monde, pas seulement pour les chercheurs, mais aussi pour l'organisme qui nous avait commandé la recherche. Et le programme a été lancé, je pense, en juin, quelques mois avant la pandémie. Et il y a des écoles qui ont eu le temps de réaliser leur projet et d'autres pas.
nous, on avait construit comme outil de collecte de données un sondage qu'on distribuait. Il y avait 2 questionnaires. Donc, il y en avait un qui était supposé être distribué aux partenaires scolaires et puis un autre aux partenaires communautaires. C'est les partenaires communautaires qui approchaient les écoles pour faire part de leurs projets. En tout cas, il y avait une collaboration évidemment entre tous ces acteurs-là. Et donc, on avait fait 2 beaux questionnaires. Et puis, il y avait aussi l'idée de faire de courtes entrevues sur l'expérience aussi qu'avait apporté ce programme, à la fois auprès des partenaires communautaires et auprès des partenaires scolaires. Donc, c'était quand même ambitieux. Puis là, on s'attendait, c'était dans tout le Canada, donc on s'attendait quand même à beaucoup de réponses. Mais finalement, je pense qu'on a eu à peu près 30 réponses au questionnaire parce que la plupart des écoles ont fermé, puis n'ont pas pu, des fois, réaliser le projet en tant que tel. Donc, finalement, ce que ça a fait, c'est que nos outils de collecte de données, on les a, ça a été plutôt une longue période de pré-test. On les a plutôt considérés comme ça. Puis, c'est quelque chose qu'on va refaire pendant 2 autres années. Donc, là, le résultat, c'est que on est en train d'adapter nos questionnaires, nos schémas d'entretien à le contexte de la COVID-19, parce que dans le peu d'entretiens et de réponses qu'on a vues, mais surtout dans les entretiens, les gens soulignaient évidemment tous les défis qu'ils ont eus avec ça. Des fois, la charge même administrative supplémentaire à gérer des projets, parce que là, soudainement, comme les professeurs, il fallait s'équiper d'ordinateurs des fois ou s'initier à des technologies qui n'étaient pas connues, pas très bien maîtrisées par ces personnes-là. Hein, quand on parle du milieu communautaire, ça peut être très inégal. Donc, nous, on a un peu recueilli, disons, commencé à recueillir des données sur ces défis-là. Puis là, on est en train de les intégrer à nos schémas d'entretien pour évaluer les programmes pour la 2e année. Mais là, le défi est encore là parce que qui a pu réaliser ces fameux projets et dans quel contexte? Donc, les questions en fait qu'on a rajoutées consistent surtout à voir s'ils ont réussi, puis avec quels moyens, dans le fond, vu que tout se fait avec disons, en numérique. Donc, comment ils ont pu adapter, s'ils ont pu le faire, les projets et qu'est-ce que ça a eu comme impact, qui tout le monde est un peu, des fois, on va dire, fatigué de Zoom, etc. Donc, il y a tout un effet aussi sur les projets en tant que tels et donc sur notre collecte de données qui va s'ajuster à ça. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a des projets pour terminer. Donc, des projets qui sont arrivés pendant la pandémie. Donc, d'emblée, on a dû, disons, penser le projet, le construire les outils de collecte de données en sachant très bien qu'on ne pourrait pas aller faire des entretiens directement auprès des personnes. Donc, ça, c'est un autre projet qui consiste à faire un peu l'histoire et l'histoire du réseau jeunesse de la francophonie canadienne. Donc, c'est un organisme qui va fêter ses 50 ans dans 2-3 ans. Et donc, ce n'est pas juste l'histoire, mais c'est aussi l'impact d'une philosophie qui est au cœur du réseau jeunesse qui s'appelle le par et pour les jeunes. Donc, on a construit aussi toutes sortes d'outils pour aller cerner un peu l'impact de cette par et pour chez les jeunes qui ont été actifs dans le réseau. Donc, on fait essentiellement les entretiens par Zoom.
Et, et on a passé un questionnaire aussi au mois de décembre, début janvier, enfin jusqu'à la mi-janvier. Donc, on s'est beaucoup servi en fait des médias sociaux pour faire, disons, le partage de, du sondage, entre autres. Donc, c'est sûr que, comme un peu tout le monde, on a été obligé de s'adapter à ce contexte-là et d'aller aussi tenter de lire qu'est-ce qui se faisait aussi par des gens qui sont dans la même situation pour apporter quelque chose aussi au plan théorique, mais c'est une situation assez nouvelle que c'est pas tellement, comment je pourrais dire, le questionnement est en train de se faire, donc on n'a pas je pourrais dire, c'est pas si élaboré que ça encore pour nous amener à des conclusions sur les effets, mettons, à plus long terme. Donc voilà un peu pour l'expérience. Je vais m'arrêter là pour laisser parler Guillaume, mais évidemment après, on pourra, j'imagine, se poser des questions et voir qu'est-ce qui arrive aussi avec vos projets, ceux qui sont en ligne, échanger là-dessus. Merci beaucoup Anne. On va effectivement laisser la parole à Guillaume avant de passer aux échanges entre nous. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci d'être là pour le webinaire. Je vais partager mon écran. Voilà, j'ai préparé une petite présentation qui est trop longue, assurément. Donc, Arnaud, tu pourras m'interrompre une fois que j'aurai un petit peu mon temps fait. Donc, un peu comme Anne, j'ai essayé de réfléchir à l'impact de la COVID avec un diagramme. Est-ce que tout le monde voit l'écran, juste pour me rassurer? Oui, on le voit. OK, donc c'est ça, j'ai divisé un petit peu les étapes de la production en art visuel, en tout cas dans mon cas, donc en 4 étapes clés, donc l'étape de l'idée, l'étape des esquisses, l'étape de la production, l'étape de la diffusion. J'essaie de comprendre dans ces 4 étapes-là, qui est bien entendu une schématisation, là, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même où j'avais pu ressentir un impact de la COVID-19. Donc, dans l'étape de l'idée, je trouve que moi, j'ai eu un manque d'oxygénation, c'est-à-dire que je ne pouvais plus visiter des expositions, je ne pouvais plus me promener sur des lieux qui étaient nécessairement inspirants pour moi, comme par exemple des ateliers d'autres artistes. Donc, au niveau des idées, il y a eu un manque d'oxygénation, à mon avis, relié à la COVID-19 et ça a affecté aussi le principe de sérendipité. Qui est le principe qu'on utilise en art visuel, qui fait en sorte qu'on peut découvrir, pas nécessairement seulement en art visuel, mais qu'on peut découvrir par hasard ou de façon inattendue quelque chose. Et j'ai l'impression que la COVID-19 a un petit peu cadré toutes les activités de recherche et a limité justement cet inattendu-là, ce hasard-là arrivé dans ma pratique artistique. Après ça, c'est les esquisses qui en ont de reconnaissance sont plus compliquées. Comme par exemple, moi, j'aurais une exposition à Fredericton dans l'année prochaine. Et là, d'aller faire une visite de reconnaissance pour préparer mon projet, préparer mes prototypes, préparer une maquette, par exemple, de l'exposition, ça devient très compliqué. La production, j'ai une résidence qui a été reportée et j'ai abandonné mes recherches pour trouver d'autres résidences. Donc, des résidences, c'est des moments où on se déplace dans des lieux spécifiques à cause d'équipements ou à cause de personnes ressources qui peuvent nous aider dans notre pratique artistique et la diffusion. Donc, moi, dans mon cas, la diffusion, les expositions n'ont pas été reportées, mais ont été affectées, c'est-à-dire il y a eu moins de visiteurs qu'escompté. Il y a eu une circulation moins fluide, même si j'ai tout fait pour être là sur les lieux le plus souvent possible, présenter mes expositions. J'ai trouvé que la circulation était moins abondante qu'en temps de COVID. Donc, bien qu'il y ait eu de la diffusion, ça n'a pas été une diffusion autant de qualité, à mon avis, que s'il n'y aurait pas eu la COVID. Donc, je trouve que les 4 pans de mon activité de recherche ont quand même été affectés par la COVID. Et dans l'ensemble, j'ai l'impression que je suis passé du temps court, excusez, du temps court au temps long. C'est-à-dire,
Maintenant, la préparation de mes projets, c'est plus sur du court terme, c'est sur du long terme. Donc, il va y avoir une espèce de problème ici dans cette suite-là parce que la façon que je comprends la suite dans cette simplification-là, c'est que à partir du moment qu'on traverse les 4 étapes, puis qu'on revient, c'est comme ça qu'on progresse dans l'activité de création. Et donc, si cette boucle-là, je ne peux pas la faire aussi fréquemment, c'est-à-dire que le progrès puis l'avancement de mes recherches va écoper. Et bien entendu, comme j'expliquais que c'est un schéma qui est simplifié, ça serait une suite pour un projet, mais bien entendu, cette suite-là peut renvoyer à différentes étapes, c'est-à-dire qu'un projet qui est rendu, par exemple, au moment de production peut renvoyer à l'idée d'un autre projet. Et donc, il y a comme des séquences là-dedans qui sont interrompues par le fait de la pandémie. Également, s'il y a plusieurs projets qui sont en cours, peut-être plusieurs projets qui sont dans des étapes différentes, et donc, de ne pas avoir la possibilité d'avoir cet empilement-là, c'est là que ça affecte l'idée de sérendipité, comme j'expliquais, où tout d'un coup, un projet en production peut avoir une influence sur un projet qui est en diffusion, par exemple. Puis ça, c'est un portrait simplifié, comme je le mentionne, ça ressemble plutôt à ça en réalité. C'est-à-dire que là, on a un mélange de tout et justement cette idée de sérendipité qui fait que tout se croise un moment donné, puis il y a des contacts qu'on ne prévoit pas nécessairement, mais qui apparaissent dans la pratique artistique. Donc, pour moi, concrètement, dans la COVID, j'avais une exposition solo au Centre des arts de la culture qui était préparée avant la COVID, mais qui a été affectée justement par l'apparition de la COVID là, le 13 mars. Donc, c'était un petit peu après l'ouverture de l'exposition. C'était une exposition qui portait sur le Nerikomi. Donc, je vous mets quelques images. Donc, une installation qui était immersive, qui voulait que le spectateur soit complètement immergé à l'intérieur de l'exposition et cette qualité-là physique et présentielle des objets et de l'installation était difficilement transférable à un médium numérique. Beaucoup de gens ont opté pour faire des adaptations virtuelles et dans mon cas, c'était très difficile, c'était très laborieux. Donc, qui est une exposition qui présentait la technique du Nerikomi. Donc, la fabrication de motifs à partir de blocs d'argile ou des pâtes pour faire des œuvres. Donc, un exemple de ce type de travail-là dans ma pratique artistique. D'autres exemples. Donc, quand que je dis l'impact, la qualité de la diffusion aussi, c'est quelque chose qui rentre là-dedans, c'est-à-dire c'est des dessins au stylo B sur papier et la taille des dessins est importante dans ce cas-là parce qu'elle rivalise d'une certaine façon avec la présence physique du corps dans l'espace et donc la relation entre l'œuvre et le corps était plus possible au moment où on a fermé l'exposition. Donc, l'apparition d'une image comme ça sur un écran, c'est difficile d'avoir une comparaison avec l'expérience réelle qu'on fait dans le cadre de l'exposition, dans le cadre de l'installation. Donc, juste pour vous donner une idée de quel genre d'objet c'est, je vous mets une photo d'atelier et un détail du dessin. Donc, c'est difficile de comprendre cet objet-là si on n'a pas l'information suivante et d'en vivre une expérience qui est une expérience beaucoup plus forte finalement dans le cadre de l'exposition. Est arrivé la COVID-19 et là, tout est passé en mode virtuel. Donc, on a fait des publications Facebook pour essayer de pallier. Donc, on a essayé de s'adapter, on a essayé de voir comment on pouvait rendre l'expérience de l'exposition, donc de montrer un peu derrière les rideaux à quoi ça ressemblait, de montrer des pièces et aussi de commenter certaines pièces. Donc, on a rajouté de l'information, mais je n'ai pas trouvé que ça représentait ou ça rendait bien finalement le phénomène physique, le contact présentiel qui est nécessaire, à mon avis, pour l'appréciation du travail en art visuel. Donc, à l'été 2020, on était en COVID-19. Donc, j'avais une résidence à Nascade qui a été reportée. Et là, j'en ai profité pour investir l'atelier de peinture à l'université, travailler sur une série de collages grand format. Et j'ai investi aussi mon terrain sur lequel j'ai travaillé. Donc, travailler à l'extérieur, je vis en campagne, ce qui était un privilège à ce moment-là, où on était en confinement, où c'était plus compliqué de voir des gens, d'avoir des contacts. Donc, j'ai travaillé dans mon atelier. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est un symptôme de la COVID-19? Je ne le sais pas. Je trouve qu'il y a quand même un lien à faire là, avec le confinement, le travail à l'extérieur peut-être. Donc, j'ai débuté des séries. J'ai essayé d'entamer des nouveaux projets, de me démener un peu, de quand même rester alerte dans ma pratique artistique pour renchérir. Donc, la série des aérographes, des travaux que j'ai commencé à l'été 2020. Toutes sortes d'explorations sur la couleur avec des encres, des papiers de couleur. Et j'ai débuté aussi une série qui s'appelle Écran, dans laquelle je viens intervenir sur l'écran de mon ordinateur avec des produits gras ou huileux comme du gras de bacon ou de l'huile d'olive pour un peu jouer avec l'aspect, le grain de l'écran et le révéler à travers des photographies. Donc, j'ai fait toute une série de photos sur mon écran. Encore là, je ne sais pas si c'est directement relié au fait de la COVID, mais sûrement avec l'utilisation des écrans de plus en plus présentes finalement dans notre travail comme professeur, enseignant, en enseignement. Donc, peut-être que j'avais une espèce de besoin de m'exprimer sur cette chose-là. Donc, de travailler directement sur l'écran avec des produits graisseux qui font réfracter les pigments de l'écran. Et tout d'un coup, j'ai commencé à jouer à l'intérieur de l'écran aussi. Donc, je travaillais sur l'écran et dans l'écran, donc avec des programmes de manipulation d'images numériques comme Photoshop, de commencer à travailler avec la couleur aussi dans l'écran, jusqu'à venir à faire des dessins à l'intérieur de l'écran et sur l'écran qui commençaient à rentrer en communication. Puis là, encore là, il y a comme une espèce de... un petit peu à rebours, je regarde ces espèces de taches-là, ces espèces de globules. Hein, il y a quelque chose qui pourrait être relié peut-être à cette imagerie-là qui était reliée à la COVID-19 où on a vu beaucoup de virus ou de contamination. Il y a comme tout un vocabulaire, j'ai l'impression, qui connecte avec cette recherche-là que j'ai faite de façon très intuitive sans trop savoir où que je m'en allais. Après ça, il y a eu l'exposition collage. Arnaud, tu me dis si j'atteins ma limite parce que j'ai pas l'heure, je vois rien. Là. Oui, je viens d'écrire sur le clavardage. Encore 1 ou 2 minutes, ce serait parfait. OK, super. Ouais, OK, je vais faire ce projet-là puis je vais arrêter après. Un autre projet que j'ai fait, c'est un projet de groupe dans ce cas-là, avec toute une brochette d'artistes vraiment intéressants. Et donc, on était sur Zoom et on communiquait. C'est un projet qui était qui prépare les 100 ans de Jack Kerouac. Et on a essayé de collaborer ensemble sur le projet de façon différente. Donc, il y avait des musiciens, il y avait des écrivains. Et là, c'était d'essayer de retrouver une énergie qu'on a en atelier, mais sur Zoom. Et toute une production, notamment des collages que moi j'ai fait par rapport à Jack Kerouac, des textes aussi qu'on a écrits à plusieurs mains, des explorations avec ces trucs-là, avec les écrans que j'ai faits, des espèces de cartes, des cartes comme des cartes de lumière ou des cartes en improvisation en lien avec les écrits de Jack Kerouac. Pour la suite, je termine. Pour la suite, ma résidence à Mascade cet été, je ne sais pas si ça va avoir lieu. J'ai réussi à faire beaucoup d'applications, donc j'ai obtenu des bourses dans le temps long. Ça rentre dans cette optique-là, donc de faire des bourses sur du long terme et pour prévoir cette expo-là que j'aurai en 2022, donc à la Galerie d'art Beaverbrook.
D'accord, bah, merci beaucoup, merci Guillaume, merci Anne. On en est là arrivé donc à la deuxième partie de de nos échanges sur le thème d'aujourd'hui, création et recherche en temps de pandémie. Donc, y a-t-il des questions, des commentaires? Est-ce que parmi les personnes qui assistent au webinaire, est-ce que vous-même, vous avez aussi envie de partager vos propres défis et vos propres astuces depuis un petit peu tout ce qu'on vit ensemble depuis une année environ? Alors, moi, j'aurais quand même quelques petites questions. On a bien compris hein, la nécessité que vous avez eue de vous adapter hein, pendant ce contexte. Mais est-ce qu'au-delà de ça, la pandémie, on l'a déjà vu, Guillaume nous a montré quelques exemples, mais est-ce que la situation pandémique, elle vous a donné des idées de création future qui n'auraient peut-être pas existé si la pandémie n'avait pas eu lieu, ou alors des sujets de recherche à l'orientation un peu différente sous l'influence des confinements et sous l'influence de ce qu'on vit en ce moment? Oui, on a Guillaume. Ouais. Ouais, en fait, moi, tu sais, c'est comme je l'ai mentionné dans mes travaux en ce moment sur l'écran et dans l'écran, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était comme déjà présent dans l'ambiance de mes recherches, mais qui tout d'un coup peut-être a pris une importance plus grande. Et donc, je pense que la place des écrans dans nos vies, en tout cas dans ma vie, a vraiment augmenté avec la pandémie. Et donc, peut-être que j'ai envie d'interagir avec cette station de travail-là, qui était peut-être pas aussi présente dans mon travail artistique. C'est-à-dire, là, dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup plus à le consulter, à travailler avec cet outil-là. Et donc, là, j'ai envie de m'y intéresser et je pense que cette réflexion-là, de travailler autant avec l'écran comme une station de travail dans laquelle on peut travailler et sur laquelle on peut travailler aussi. Mm-hmm. Très bien, merci. Anne, est-ce que ça a impacté votre programme de recherche future? Ça l'a influencé? En fait, c'est comme si on avait déjà une réflexion sur la place du numérique aussi dans nos recherches. Moi, j'avais commencé à travailler avec quelqu'un, justement démarrer probablement un nouveau projet bientôt, qui est professeur à l'UQAM et qui, en communication, il travaille sur ces questions du numérique et notamment par rapport aux arts, aux industries culturelles. Tout ça. Donc, il y avait l'idée, en tout cas au départ, il y avait l'idée d'aller explorer avant même la pandémie tout l'impact du numérique dans nos vies. Mais sur les recherches, en tant que tel, en fait, c'est d'adapter des méthodologies. Le souci, en fait, comme chercheur, c'est d'adapter des méthodologies qui puissent rendre compte, qui ait une certaine validité, en fait, des données recueillies de cette façon-là. C'est un peu, je pense, le premier souci qu'on a, mais de bien cerner justement les limites méthodologiques que ces outils amènent. Par exemple, dans la recherche qu'on fait en ce moment sur le réseau jeunesse, ben déjà, les gens qui participent à l'étude, enfin les personnes avec qui on fait des entretiens puis des groupes de discussion, c'est des gens qui sont actifs, des personnes qui sont actives dans le réseau ou qui l'ont été, donc des gens qui étaient déjà au départ extrêmement motivés. Puis c'est venu à un moment donné dans un groupe de discussion où je leur demandais, mais qu'est-ce que vous faites pour faire des activités que vous faites habituellement? Parce que des fois, il y a des gros rassemblements là, de jeunes, 300-400 personnes, donc là, c'est pas possible. Et donc, ils ont toutes sortes d'activités en français à travers toutes sortes de médias sociaux. On connaît peut-être des fois même pas tous, mais donc, c'est des organisations jeunesse donc, qui sont à l'affût de tout ça. Et il disait, ben, on arrive à capter une certaine partie des jeunes, mais ce sont les gens les plus motivés parce qu'ils ont une offre culturelle très, très importante.
Il n'y a pas juste nous qui offrons des activités en ligne. Donc là, il y avait comme idée, et donc c'est quelque chose qu'on retient, auquel j'aurais peut-être moins prêté attention, mais que déjà, on a un groupe cible dans la recherche qui est extrêmement engagé, impliqué dans la communauté francophone, dans l'organisme jeunesse. Mais en plus, à l'intérieur de ça, dans ce réseau-là, les gens qui participent sont encore plus, on va dire, ont des caractéristiques encore plus spécifiques parce qu'ils auraient le choix d'aller ailleurs, mais ils vont choisir de faire l'activité en ligne. Et c'est une dynamique aussi différente, c'est ça qu'on m'expliquait, parce que des fois, ils recrutaient des amis à l'école pour participer à une activité du réseau jeunesse. Et là, c'est tout ce qu'on appelle l'influence des pairs, les gens de leur âge. C'est une autre dynamique, mais c'est toujours aussi important, mais ça se passe autrement. Donc, il y a des nouvelles avenues, dans le fond, qu'on avait commencé à explorer, des problématiques qu'on connaît déjà un peu, mais qu'il va falloir décrire autrement sans perdre, sans surévaluer un peu l'idée que, ou l'impact en fait de ces technologies-là. Enfin, il y a vraiment toute une question aussi là, de cette représentativité des jeunes pour ce projet, admettons, mais il y a toutes sortes d'autres problématiques comme ça qui viennent se greffer par rapport à l'usage du numérique. Mais je trouve que les limites, tout ce qui est méthodologie, pour moi, c'est ça qui m'arrête le plus pour l'instant ou qui me fait plus réfléchir. Et probablement qu'à moyen long terme, il y aura des réflexions un peu comme Guillaume qui essaye de lier certaines œuvres qu'il a produites pendant la pandémie. Il y a peut-être des effets d'une imagerie qu'on a souvent vue dans les médias, les télévisions, etc. Et le gras aussi, on a beaucoup mangé, c'est ça qu'on dit, on a beaucoup plus mangé, il paraît. Donc il y a ça, tu n'as pas fait de lien, Guillaume, mais il y a ça aussi, quand tu disais l'utilisation du gras sur les écrans. En tout cas, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de déductions qu'on peut faire, mais je pense qu'il faut les prendre en note, puis il faut faire comme aujourd'hui, pouvoir se parler pour ensuite documenter tout ça pour les analyser ensuite. Je pense qu'on n'est pas capable, on n'a pas encore la distance de le faire. On a quand même des hypothèses, mais c'est tout, tout ce qu'on a, je pense, pour l'instant, un peu tangible. Voilà, c'était une longue réponse. Je m'excuse. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, je vois. Merci, oui, effectivement, on a une main levée, c'est Sylvia. Sylvia, on vous écoute. Le micro. Voilà. Ah, ok, le micro. Excusez-moi, je mets quand même la vidéo parce que pour se parler, c'est bien qu'on se voit. Alors, pour partager, parce que je pense que les présentations qu'on a eues, merci d'ailleurs à vous trois d'avoir déclenché cette réflexion. Pour nous, ça a été la même chose. Je veux dire, avec ma collègue Jocelyne Chabot, on a un CRSH sur 3 ans pour travailler sur une infirmière de la Nouvelle-Écosse. Et on devait aller faire du terrain en Grèce, en Arménie et aux États-Unis, côte Est, côte Ouest. Tout est tombé à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un livre à sortir dans 3 ans. Les CRSH nous donnent 1 année de plus. Il faut s'arranger avec tout ça. Donc, moi, je trouve que ça nous force à être créatifs. Il faut trouver des moyens au niveau de comment récolter les données. Il faut trouver des moyens comment canaliser la recherche autrement en attendant, parce qu'on est toujours un peu suspendu dans les airs en sachant est-ce qu'on va enfin pouvoir aller dans ces archives un jour. Si ça dure 3 ans avec le Covid pour pouvoir aller dans les archives, on est passé à côté de notre objectif. Donc,
ça nous oblige, par exemple, là, on essaye avec Berkeley de trouver s'ils ont des post-doctorants ou des doctorants qui voudraient faire une recherche dans les archives pour nous, qu'on les paye, etc. Donc, au niveau des outils et des moyens, on essaye d'être créatif et de trouver des moyens d'aller, en attendant, d'avoir, quand c'est des archives où il y a peu de boîtes, etc., de trouver quelqu'un sur place qui pourrait faire le travail pour nous, par exemple. C'est sûr qu'on a organisé des sessions dans des colloques internationaux, on avait des présentations en Europe. Tout ça, ça a été annulé. Mais le travail a été fait, la préparation des sessions, on a une double session qui devait avoir lieu à Halifax, qui a été annulée, reportée à l'année prochaine, mais on ne sait pas quand. Pareil. Les publications qui sont en retard. Donc, il y a beaucoup de travail, mais qui ne se voit pas maintenant. Ça veut dire qui n'est pas visible, qu'on perd sur l'année. Mais je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on canalise notre énergie sur quelque chose qui est possible. Hein, c'est un peu la résilience, se dire, bon, là, on ne peut pas faire telle recherche. Qu'est-ce qu'on a comme document? À partir de ces documents, est-ce qu'on peut en faire un chapitre déjà? Ce qui n'était pas prévu cette année. Hein. Donc, il faut toujours, comme Guillaume aussi et Anne l'ont présenté, c'est qu'on passe à autre chose, à d'autres projets. Moi, je me suis dit, c'est l'année où il faut que mes étudiants de doctorat finissent. J'en ai 5, 6. Je prends mon temps de recherche pour travailler avec eux, par exemple. J'ai mis plus de temps avec eux. Donc, l'énergie, on est capable de la canaliser un peu autrement. On a d'autres recherches en attente. On met un peu l'énergie là parce qu'on a le matériau et qu'on peut aller de l'avant. Mais c'est sûr que tout ce travail de formation qu'on a eu a ralenti énormément notre publication. Il a fallu s'ajuster pour les jeunes, pour vous, c'est bien. Mais moi, je suis en fin de carrière, j'ai encore 2 ans. L'investissement en temps au niveau de l'apprentissage de ces outils nouveaux en très peu de temps, ça nous a un peu coupé le souffle et l'énergie. Je veux dire, on a beaucoup mis d'énergie là-dessus. Donc voilà, c'est un état comme ça, mais on est quand même assez résilient et on continue à être très créatif pour pouvoir continuer. On ne peut pas arrêter parce que la machine, comme je dis, le CRSH, je ne sais pas s'ils vont nous prolonger encore de 2 ans, mais ils auront déjà prolongé d'1 an, donc il faut qu'on arrive quand même à aboutir quelque chose. Donc c'est cette attitude un peu créative et innovante, et peut-être aussi il faut dévier un peu les objectifs, aller vers des choses possibles et laisser les choses impossibles. On pourrait réorganiser le contenu de notre livre en fonction des documents qui sont maintenant en opposition, parce qu'on a eu déjà 1 an et demi de recherche faite dans certaines archives. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Je ne veux pas prendre tout le temps, il y en a d'autres qui voudraient peut-être parler. Très inspirant, Guillaume, ta présentation. Ça nous donne des idées. Merci Sylvia de ce partage aussi d'expériences. C'est vrai que moi aussi, si je peux partager également, c'est que en début mars, Guillaume lançait son exposition et moi, début mars, j'avais mon emploi du temps chargé en recherche, colloques et autres réjouissances de ce genre à peu près jusqu'à octobre-novembre. Et puis, entre le 13 mars et début avril, absolument tout a été annulé. Donc, je veux dire, ça remet en perspective les métiers essentiels et les métiers qui ne le sont pas nécessairement. Mais là, c'est vrai que ça a remis tout ce qui était essentiel dans mon emploi du temps professionnel sur 6-7 mois a subitement disparu, comme si ça n'avait jamais existé. Donc il y a un petit côté un peu léthargique presque dans les premières semaines en disant est-ce que c'est bien réel? Parce que tout ce qui était essentiel et qui nous occupait d'un seul coup est devenu très secondaire au final. Donc déjà, moi il y a eu presque ce choc des premières journées
Et puis après, la question de comment faire derrière pour se réadapter. Alors, dans mes champs de recherche, moi, j'ai la chance de faire des recherches depuis 2011-2012 sur le télétravail et le travail à domicile. Alors, bon, c'était des choses que j'avais un peu mis de côté au cours des années 2015 à 2020. Mais là, je me suis dit, allons-y. Donc, finalement, tout ce que j'étais en train de faire a été mis de côté. Et puis, j'ai dû développer d'autres projets plus en lien avec l'actualité du moment, parce qu'il faut savoir aussi saisir la balle au bon, quoi, et se dire qu'il y avait des projets de financement exceptionnels qui avaient été ouverts. Donc, essayer de rebondir tout ça. Mais effectivement, pour reprendre aussi ce que disait Sylvia, c'est que tout le travail qui a été accompli pour les projets d'avant la mi-mars est un travail qui n'est pas encore perceptible parce que de fait pas abouti. Donc, c'est des mois de travail qui, pour le moment, sont en suspens. Et puis, le travail de réadaptation des terrains de recherche avant que ça aboutisse à une publication et à des résultats concrets, à des collectes de données, c'est encore un petit peu reporté, hein, plutôt au début de l'été ou au début de l'automne 2021. Donc il y a tout ce temps-là, c'est presque une petite année, hein, où effectivement on est en réadaptation, donc ça prend du temps, puis en même temps on veut quand même continuer à produire, spécialement quand on n'a pas la permanence, hein, ce qui est mon cas. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et demi à l'université de Moncton, donc on a envie aussi de bien faire, on a envie de prouver de quoi on est capable et on a envie d'avoir des évaluations suffisantes pour obtenir la permanence plus tard. Et donc, c'est aussi stressant pour toutes ces personnes, hein, puisque on ne sait pas, et quand on produit quelque chose, il y a effectivement des retards de publication parce que les éditeurs ont aussi les mêmes soucis que nous. Donc même quand on produit quelque chose, on n'a même pas la certitude que ça va être édité dans les 6 mois à 1 an. Mais 6 mois à 1 an dans une carrière, quand on a des évaluations annuelles, et ça peut être beaucoup, hein, ça peut être stressant aussi. Donc, oui, donc effectivement, je partage, hein, les défis et les astuces qu'on doit essayer de développer, mais qui ne sont pas toujours évidentes à trouver, hein, effectivement. Donc, merci pour vos échanges. Y a-t-il d'autres questions parmi les personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui? Moi, il y a une question en tout cas que je me pose, c'est est-ce que vous redoutez qu'il y ait des baisses de financement de recherche? Parce qu'on parle de la Covid, on parle de la pandémie, mais on parle aussi de plus en plus de l'après-Covid et de ses conséquences, notamment économiques. Est-ce que vous pensez que ça pourrait impacter nos organismes de financement, nos mécènes respectifs pour faire nos recherches et créations dans le futur? Est-ce que ça ne peut pas aussi impacter la recherche, la potentialité d'un manque de fonds? Oui. On a Mathieu. Oui, Mathieu. Ton micro est peut-être, Mathieu. Mon Dieu. Ouf. Non, c'est pas par rapport à ça. J'ai levé la main parce que j'ai une remarque à faire par la suite. Ouais. Parfait. Donc, oui, donc je repose ma question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut redouter? Je peux tenter de répondre. C'est sûr que peut-être qu'il y aurait moins de financement, mais peut-être aussi que ça va orienter certaines... et tu parlais de financement exceptionnel, mais ça se pourrait que ça continue. Par exemple, je sais qu'on parle beaucoup de santé mentale, donc il y a peut-être des choses, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je vois que Grégory aussi veut s'exprimer, donc je vais laisser. Oui, je vois. Je sais pas, Grégory, est-ce que tu veux réagir à ce qu'on est en train de dire là maintenant? Ok, parfait. On te laisse la parole. Merci. Oui, je voulais partager l'expérience à l'Institut des études acadiennes. Donc, je vais en parler davantage. Je suis membre d'une table ronde du réseau de la recherche sur la francophonie canadienne qui aura lieu le 11 mars. Et justement, une de nos réussites en temps de pandémie, c'est qu'après une période d'adaptation, vous avez donné des bons exemples aussi, on a réussi à orienter le travail avec les réseaux numériques
ou avec des contacts avec nos partenaires virtuellement. Et donc, surtout pour l'embauche des étudiantes et étudiants. Et ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que cette expérience d'être en mode virtuel ou le télétravail, cela nous oblige à être plus structurés, plus organisés, plus délibérés dans nos démarches, dans l'encadrement des étudiantes et étudiants. Et on découvre leur capacité de travailler avec les logiciels, avec les sites web, avec les archives numériques. Ils proposent même, bon, je sais, on a le OneDrive, on a différentes choses, mais eux comprennent souvent comment travailler sur les documents partagés, etc. Alors, moi, j'ai trouvé même que c'était un atout pour considérer certaines de nos méthodes en recherche. Et j'ai l'impression, pour les organismes subventionnaires, et je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, on va remettre en question les financements pour certains événements où c'est surtout pour rassembler beaucoup de monde, avoir de l'hospitalité, des banquets, des choses comme ça, parce qu'on a appris que pour la recherche fondamentale, pour la recherche dans la communauté, que Anne a bien expliqué aussi, il y a des options qui coûtent moins cher et que, en effet, nous aurions besoin d'expliquer davantage comment l'argent, comment la subvention va aider à la formation des jeunes, va contribuer aux retombées concrètes dans les communautés. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Puis, justement, je trouve que je suis vraiment ravi de voir le progrès de nos étudiants et de nos projets à l'aide des étudiants pendant les dernières semaines. Sans parler de l'incertitude, le pessimisme, l'austérité, tout ça va être des facteurs, mais je voulais partager cette petite expérience de notre côté. Bien, merci. Merci beaucoup, Grégory. Mathieu, si tu veux, on peut t'écouter maintenant. Merci. Et là, j'ai mon micro. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume, un petit commentaire. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire. J'aimerais ça t'entendre. On sait justement que la pandémie a beaucoup touché le secteur des arts et de la culture. Ça, on le sait. On voit l'impact que ça a eu sur les artistes, les travailleurs indépendants, dans les universités. Tu l'as bien illustré. Merci beaucoup. D'un autre côté, on voit que chez certains, la pandémie a aussi stimulé la créativité. Hein? Donc, on innove, on fait preuve de créativité. On le voit parfois dans la manière dont la pandémie est représentée dans les œuvres, par exemple. Et je lisais récemment un article, je pense que c'est dans The Guardian, où l'on disait que ça va peut-être, compte tenu du rôle que jouent les arts visuels dans la pensée critique, le développement cognitif, résolution de problèmes et ainsi de suite, on semblait dire qu'après la pandémie, après la pandémie, là, si on y arrive, que finalement, ça allait peut-être susciter une prise de conscience, notamment chez les enfants, dans les écoles. C'était vraiment un article qui portait sur le contexte scolaire et qu'on allait tirer de bonnes leçons de ça. Donc, que ça allait finalement peut-être accentuer le rôle et la place qu'occupent les arts visuels dans les écoles. Et je me demandais, toi, est-ce que tu as une réflexion là-dessus? Je sais on est encore en pleine pandémie, puis c'est difficile de dire, mais j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. Je tenais tout simplement à le dire et peut-être à établir le lien entre ce que tu nous disais. Oui, merci Mathieu pour ta question. En fait, je n'ai pas du tout la réponse. Ce n'est pas un domaine que je connais beaucoup, la pédagogie en milieu primaire et secondaire. Donc, je ne sais pas ça va être quoi l'impact et surtout sur le développement, par exemple, d'un enfant si ce contact-là avec les matériaux, avec la couleur, qu'est-ce que ça va changer? J'imagine qu'il y a un impact, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à la question. C'est sûr que même à l'université, comme ça a un impact sur les étudiants, notamment sur la fluidité de l'utilisation des outils, des équipements dans les ateliers. Toute cette idée-là aussi de sérendipité que je parlais, cette espèce de contact-là avant le cours, après le cours, cette espèce d'errance-là qui existe dans le réel normalement, où on a formalisé toutes les étapes, toutes les opérations, et là, on va dans un but très précis, dans un lieu très précis pour ne rester que le peu de temps possible pour éviter de traîner ou d'errer, justement. J'ai l'impression que ça a un impact, en tout cas, moi, je trouve, à l'université, dans la formation des étudiants en arts visuels. C'est la seule réponse que je pourrais donner en ce moment parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas à l'aise avec Oui.
je ne connais pas la pédagogie au niveau primaire, secondaire ou le développement de l'enfant. Oui. Merci, Guillaume. Merci. Si je peux aussi ajouter, c'est moi, mon domaine de recherche, c'est plutôt la gestion, mais on commence à voir quand même des études qui montrent que la culture et les arts ont aussi un impact positif sur l'économie, ce qu'on a tendance parfois à ignorer en période de restrictions budgétaires. Parmi les premiers domaines qu'on sacrifie sous l'autel de la rentabilité, c'est souvent la culture, les arts en général. Or, il y a des études là, qui démontrent que depuis les périodes de confinement, les zones rouges, les zones oranges, on voit à quel point ces fermetures de musées, fermetures de cinéma, à quel point ça a un impact aussi sur l'hôtellerie, sur les restaurants, sur toute la consommation locale, l'économie locale. Et là, donc finalement, on aurait pu redouter que cette situation porte atteinte à la culture, mais moi, dans mon domaine, je vois apparaître des recherches qui démontrent au contraire à quel point c'est important et à quel point tout est lié. À quel point les personnes qui viennent à une expo ont à la fois l'intérêt pour ce qui est exposé, mais en même temps vont consommer sur place pendant leur venue. Et donc, on peut espérer effectivement que cette situation démontre que, on va dire, il n'y a pas de parents pauvres dans le domaine de la recherche, mais au contraire que tout a un impact et que tout est lié. Oui, Guillaume? Je voulais juste un petit peu enfoncer le clou, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, de mars à novembre 2020, il y a une étude qui a été faite, je ne me souviens plus par quel organisme, mais qui disait grosso modo que c'est de l'information que je tiens d'une assemblée des artistes acadiens, acadiennes des artistes acadiens, acadiennes professionnels du Nouveau-Brunswick qu'on a eu en art visuel, et on nous a informé que 15% de perte de revenus dans le monde des arts et de la culture, et qu'il y a eu beaucoup de déménagements, pas de chiffres, mais d'artistes dans le domaine du cinéma notamment, qui ont quitté la province pour aller s'installer ailleurs. Il faut le rappeler que souvent les artistes aussi déclarent leur revenu comme travailleurs autonomes, et souvent on entreprise quand on parle des artistes. Parfait, merci. Merci beaucoup, Guillaume. Je vois qu'il y a Pierre-Marcel qui a levé la main. Pierre-Marcel, on t'écoute. Très brièvement, il y a de nombreuses études en économie qui ont démontré, puis je pense entre autres aux études de Florida avec toute la question de la classe créative, où ils démontraient qu'un milieu culturel vibrant était un des éléments qui pouvait expliquer un dynamisme économique. Donc, ça date de longtemps. Souvent, c'est une des questions plus idéologiques. Et ta question à savoir qu'est-ce qui va arriver au niveau de la recherche, on l'a vu avec ceux qui acceptent la science et ceux qui n'acceptent pas la science. Il y a ceux qui acceptent une intervention gouvernementale et d'autres qui n'acceptent pas d'intervention gouvernementale. Donc, moi, des changements de gouvernement me préoccupent plus qu'un réajustement. Puis, il y aura certainement un réajustement. Il y aura un avant et un après. Comme il y a un avant et après 11 septembre, pour moi, il y aura des impacts. Il y a des impacts au niveau de la distribution de l'activité économique. Je ne voudrais pas être propriétaire d'une tour à bureau de 40 étages à Toronto ou à Montréal ces jours-ci, parce que je pense qu'on va avoir de la difficulté à louer. Et ce n'est pas surprenant que le marché de l'immobilier dans la région atlantique est en ébullition. C'est que beaucoup de gens veulent quitter ces grands centres urbains-là pour question de qualité. En tout cas, tout ça pour dire qu'il va y avoir des ajustements et que la poussière n'est pas tombée. Puis le dernier point pour les arts et la culture, c'est que beaucoup d'artistes, malheureusement, ne peuvent pas vivre de leur art. Et souvent, l'activité créatrice, sous toutes ses formes, est un deuxième métier. Et quand on a des statistiques qui sortent sur l'activité, au niveau de l'emploi, par exemple, c'est l'emploi principal. Donc, on a des enseignants qui sont des artistes, mais ça n'apparaît pas comme étant une contribution artistique. Là, il faut souvent voir au-delà des chiffres qui nous sont présentés. Donc, je vais terminer là-dessus, mais tout simplement pour dire, il va y avoir des changements, lesquels exactement, je ne sais pas, mais les arts et la culture
vont rester des éléments fondamentaux du développement économique. Parfait, merci Pierre-Marcel. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette heure. Donc, je tiens à remercier de nouveau Anne et Guillaume pour leur présence et leur participation. Je remercie également l'intégralité des personnes qui ont participé au webinaire. Merci aussi pour vos questions et commentaires qui ont permis aussi d'enrichir un petit peu ces échanges. Le prochain webinaire aura lieu dans un mois, le prochain webinaire de la FAS, c'est le mercredi 24 mars. Il va toujours être en lien avec le bloc sur donc, la période de la pandémie et la faculté des arts et des sciences sociales en temps de pandémie, mais sous l'angle cette fois-ci du choix du vocabulaire et des perspectives sociales modifiées face à la Covid. Donc c'est plutôt un angle linguistique, socio-linguistique que l'on va aborder le phénomène dans un mois. Voilà, je pense que la communication ne devrait pas tarder. D'ici quelques jours, on devrait pouvoir vous en dire un peu plus sur le sujet. Donc, merci de nouveau. Et puis, eh bien, au plaisir de vous revoir à un autre moment dans l'un des prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.